venez, dites-vous, pour lui donner la main. Oui, je veux terminer la chose dans 2 mains. Nous sommes ici seuls. Et l'on peut, ce me semble, sans craindre d'être ouïs, y discourir ensemble. Voulez-vous qu'en ami, je vous ouvre mon cœur? Votre dessein, pour vous, me fait trembler de peur. Et de quelque façon que vous tourniez l'affaire, prendre femme est à vous un coup bien téméraire. Il est vrai, notre ami, peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous. Et votre fond, je crois, veut que du mariage, les cornes, soient partout l'infaillible apanage. Ce sont coups du hasard dont on n'est point garant, et bien sot, ce me semble, est le soin qu'on en prend. Mais quand je crains pour vous, c'est cette raillerie dont 100 pauvres maris ont souffert la furie. Car enfin, vous savez qu'il n'est grand ni petit que de votre critique on ait vu garantie. Que vos plus grands plaisirs sont partout où vous êtes, de faire sans éclat des intrigues secrètes. Fort bien. Est-il au monde une autre ville aussi où l'on ait des maris si patients qu'ici? Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces qui sont accommodés chez eux de toutes pièces? L'un amasse du bien dont sa femme fait part à ceux qui prennent soin de le faire cornard. L'autre, un peu plus heureux, mais non pas moins infâme, voit faire tous les jours des présents à sa femme, et d'aucun soin jaloux n'a l'esprit combattu parce qu'elle lui dit que c'est pour sa vertu. L'un fait beaucoup de bruit qui ne lui sert de guère. L'autre, en toute douceur, laisse aller les affaires. Et voyant arriver chez lui le damoiseau, prend fort honnêtement ses gants et son manteau. L'une de son galant en adroite femelle fait fausse confidence à son époux fidèle, qui dort en sûreté sur un pareil appât, et le plaint, ce galant, des soins qu'il ne perd pas. L'autre, pour se purger de sa magnificence, dit qu'elle gagne au jeu l'argent qu'elle dépense, et le mari benet, sans songer à quel jeu, sur les gains qu'elle fait rend des grâces à Dieu. Enfin, ce sont partout des sujets de satire. Et comme spectateur, ne puis-je pas en rire? Puis-je pas de nos sots? Oui, mais qui rit d'autrui doit craindre qu'en revanche, on rit aussi de lui. J'entends parler le monde, et des gens se délassent à venir débiter les choses qui se passent. Mais quoi que l'on divulgue aux endroits où je suis, jamais on ne m'a vu triompher de ces bruits. J'y suis assez modeste. Et bien qu'aux occurrences je puisse condamner certaines tolérances, que mon dessein ne soit de souffrir nullement ce que d'aucun mari souffre paisiblement, pourtant je n'ai jamais affecté de le dire. Car enfin, il faut craindre un revers de satire, et l'on ne doit jamais jurer sur de tels cas de ce qu'on pourra faire ou bien ne faire pas. Ainsi, quant à mon front, par un sort qui tout mène, il serait arrivé quelque disgrâce humaine. Après mon procédé, je suis presque certain qu'on se contentera de s'en rire sous main. Et peut-être qu'encore j'aurai cet avantage, que quelques bonnes gens diront que c'est dommage. Mais de vous, cher compère, il en est autrement. Je vous le dis encore, vous risquez diablement. Comme sur les maris accusés de souffrance, de tout temps votre langue a daubé d'importance, qu'on vous a vu contre eux un diable déchaîné. Vous devez marcher droit pour n'être point berné. Et s'il faut que sur vous on ait la moindre prise, gare qu'aux carrefours on ne vous tympanise et... Mon Dieu, notre ami, ne vous tourmentez point. Bien une paix qui pourra m'attraper sur ce point. Je sais les tours rusés et les subtiles trames
dont pour nous en planter savent user les femmes, et comme on est dupé par leur dextérité. Contre cet accident, j'ai pris mes sûretés, et celle que j'épouse a toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. Et que prétendez-vous qu'une sotte, en un mot? Épouser une sotte est, pour n'être point sot. Je crois en bon chrétien, votre moitié est fort sage. Mais une femme habile est un mauvais présage. Et je sais ce qu'il coûte à de certaines gens pour avoir pris les leurs avec trop de talent. Moi, j'irai me charger d'une spirituelle qui ne parlerait rien que cercle et que ruelle, qui de prose et de vers ferait de doux écrits, et que visiterait marquis et beaux esprits, tandis que sous le nom du mari de madame, je serai comme un saint que pas un ne réclame. Non, non, je ne veux point d'un esprit qui soit bon. Et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut. Je prétends que la mienne en clarté peu sublime, même ne sache pas ce que c'est qu'une rime. Et s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon, et qu'on vienne à lui dire à son tour qui mettons, je veux qu'elle réponde une tarte à la crème. En un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide dont votre mari. Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté. L'honnêteté suffit. Mais comment voulez-vous après tout qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Outre qu'il est assez ennuyeux, que je crois, d'avoir toute sa vie une bête avec soi, pensez-vous le bien prendre et que sur votre idée, la sûreté d'un front puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut trahir son devoir, mais il faut pour le moins qu'elle ose le vouloir. Et la stupide, aussi un peu manquée d'ordinaire, sans en avoir l'envie, et sans penser le faire. À ce bel argument, à ce discours profond, ce que Pantagruel à Panurge répond. Pressez-moi de me joindre à femme autre que sotte, prêcher, patrociner jusqu'à la Pentecôte. Vous serez ébahi quand vous serez au bout, que vous ne m'aurez rien persuadé du tout. Je ne vous dis plus mot. Chacun a sa méthode. En femme comme en tout, je veux suivre ma mode. Je me vois riche assez pour pouvoir, que je crois, choisir une moitié qui tienne tout de moi, et de qui la soumise et pleine dépendance n'est à me reprocher aucun bien ni naissance. Un air doux et posé parmi d'autres enfants m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée de la lui demander, il me vint à la pensée. Et la bonne paysanne, apprenant mon désir à sauter cette charge, eut beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique. C'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès a suivi mon attente. Et grande, je l'ai vue à tel point innocente que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait pour me faire une femme au gré de mon souhait. Je l'ai donc retirée. Et comme ma demeure à 100 sortes de monde est ouverte à toute heure, je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir, dans cette autre maison où nul ne me vient voir.
Et pour ne point gâter sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Vous me direz pourquoi cette narration? C'est pour vous rendre instruit de ma précaution. Le résultat de tout est qu'en ami fidèle, ce soir, je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner et voir si de mon choix on me doit condamner. J'y consens. Vous pourrez dans cette conférence juger de sa personne et de son innocence. Pour cet article-là, ce que vous m'avez dit ne peut... La vérité passe encore mon récit. Dans ses simplicités, à tout coup je l'admire. Et parfois elle en dit dont je pâme de rire. L'autre jour, pour raison se le persuader, elle était fort en peine et me vint demander, avec une innocence à nulle autre pareille, si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Je me réjouis fort, Seigneur Arnolphe. Bon. Me voulez-vous toujours appeler de ce nom? Ah! Malgré que j'en ai, il me vient à la bouche et jamais je ne songe à Monsieur de la Souche. Qui diable vous a fait aussi vous aviser, à 42 ans, de vous débaptiser et d'un vieux tronc pourri de votre métairie vous faire dans le monde un nom de seigneurie? Outre que la maison par ce nom se connaît, la Souche, plus qu'Arnolphe, à mes oreilles plaît. Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères. De la plupart des gens, c'est la démangeaison. Et sans vous embrasser, dans la comparaison, je sais un paysan qu'on appelait Gros-Pierre, qui, n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre, y fit tout alentour faire un fossé bourbeux, et de Monsieur de Lille en prit le nom pompeux. Vous pourriez vous passer d'exemple de la sorte. Mais enfin, de la Souche est le nom que je porte. J'y vois de la raison, j'y trouve des appas. Et m'appeler de l'autre et ne m'obligez pas. Cependant, la plupart ont peine à s'y soumettre, et je vois même encore des adresses de lettres. Je le souffre aisément de qui n'est pas instruit, mais vous. Soit là-dessus, nous n'aurons point de bruit, et je prendrai le soin d'accoutumer ma bouche à ne plus vous nommer que Monsieur de la Souche. Adieu. Je frappe ici pour donner le bonjour et dire seulement que je suis de retour. Ma foi, je le tiens fou de toutes les manières. Il est un peu blessé sur certaines matières. Chose étrange de voir comme avec passion un chacun est chaussé de son opinion. Hola! Qui heurte? Ouvrez! On aura que je pense grande joie à me voir après 10 jours d'absence. Qui va là? Moi! Georgette, Eh bien, ouvre là-bas. vas-y, toi. Vas-y, toi. Ma foi, je n'irai pas. Je n'irai pas aussi. Belle cérémonie pour me laisser dehors. Hola! Oh, je vous prie! Qui frappe? Votre maître! Allah! C'est monsieur. Ouvre vite. Ouvre-toi. Je souffle notre feu. J'empêche, peur du chat, que mon moineau ne sorte. Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte
n'aura point à manger de plus de 4 jours. Ah! Par quelle raison y venir quand j'y cours? Pourquoi plutôt que moi, le plaisancement d'Agem? Ôte-toi donc de là. Non, ôte-toi toi-même. Je peux ouvrir la porte. Et je veux l'ouvrir, moi. Tu ne l'ouvriras pas. Et toi non plus. Toi. Il faut que j'aie ici l'âme bien patiente. Au moins, c'est moi, monsieur. Je suis votre servante. C'est moi. Sans le respect de monsieur que voilà, je te... Peste! Pardon. Voyez ce lourdeau-là. C'est elle aussi, monsieur. Que tous deux on se taise. Songez à me répondre et laissons la fadaise. Eh bien, Alain, comment se porte-t-on ici? Monsieur nous porte... Dieu merci. Qui vous apprend, impertinente bête, à parler devant moi le chapeau sur la tête? Vous faites bien, j'ai tort. Faites descendre Agnès. Lorsque je m'en allai, fut-elle triste après? Triste, non. Non? Si fait. Pourquoi donc? Oui, je meurs. Elle vous croyait voir de retour à toute heure. Et nous n'aurions jamais passé devant chez nous, cheval, âne ou mulet, qu'elle ne prit pour vous. La besogne à la main, c'est un bon témoignage. Eh bien, Agnès, je suis de retour du voyage. En êtes-vous bien aise? Oui, monsieur, Dieu merci. Et moi, de vous revoir, je suis bien aise aussi. Vous vous êtes toujours, comme on voit, bien porté. Or les puces qui m'ont la nuit inquiété. Vous aurez dans peu quelqu'un pour les chasser. Vous me ferez plaisir. Je le puis bien penser. Que faites-vous donc là? Je me fais des cornettes. Vos chemises de nuit et vos coiffes sont faites. Ah, voilà qui va bien. Allez, montez là-haut. Ne vous ennuyez point, je reviendrai tantôt. Et je vous parlerai d'affaires importantes. Héroïne du temps, mesdames les savantes, pousseuse de tendresse et de beaux sentiments, je défie à la fois tous vos vers, vos romans, vos lettres, billets doux, toute votre science, de valoir cet honnête et pudique ignorant. Ce n'est point par le bien qu'il faut être ébloui. Et pourvu que l'honneur soit, que vois-je? Est-ce? Oui. Je me trompe? Nenni? Si fait. Non! C'est lui-même! Ah! Seigneur! Ah! Horace! Ah! Joie extrême! Et depuis quand ici? Depuis 9 jours. Vraiment? Je fus d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis 2 journées. Oh, comme les enfants croissent en peu d'années. J'admire de le voir au point où le voilà, après que je l'ai vu pas plus grand que cela. Vous voyez? Mais de grâce,
Oronte, votre père, mon bon et cher ami que j'estime et révère, que fait-il? Que dit-il? Est-il toujours gaillard? À tout ce qui le touche, il sait que je prends part. Nous ne nous sommes vus depuis 4 ans ensemble. Ni qui puisse être écrit l'un à l'autre, me semble. Il est Seigneur Arnolphe, encore plus gai que nous. Et j'avais de sa part une lettre pour vous, mais depuis par une autre, il m'apprend sa venue. Et la raison encore ne m'en est pas connue. Savez-vous qui, peut-être, un de vos citoyens, qui retourne en ces lieux avec beaucoup de biens, qu'il s'est en 14 ans acquis dans l'Amérique? Non. Vous êtes en point dit comment on le nomme? Henri. Non. Mon père m'en parle, et qu'il est revenu, comme s'il devait m'être entièrement connu. Et m'écrit qu'en chemin, ensemble, ils se vont mettre pour un fait important que ne dit point sa lettre. J'aurai certainement grande joie à le voir. Et pour le régaler, je ferai mon pouvoir. Il faut pour des amis des lettres moins civiles, et tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il prie le souci de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles, et j'ai présentement besoin de 100 pistolets. Ma foi, c'est m'obliger que d'en user ainsi, et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Il faut. Laissons ce style. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville? Nombreuse en citoyens, superbe en bâtiments, et j'en crois merveilleux les divertissements. Chacun a ses plaisirs qu'il se fait à sa guise. Mais pour ceux que du nom de galants on baptise, ils ont en ce pays de quoi se contenter, car les femmes y sont faites à coqueter. On trouve d'humeur douce et la brune et la blonde, et les maris aussi les plus bénins du monde. C'est un plaisir de prince. Et les tours que je vois, je me donne souvent la comédie à moi. Peut-être en avez-vous déjà fait rue quelqu'une? Vous est-il point encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus. Et vous êtes de taille à faire des cocus. À ne vous rien cacher de la vérité pure, j'ai d'amour en ces lieux eu certaine aventure. Et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Bon, voilà de nouveau quelques contes gaillards, et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Mais de grâce qu'au moins ces choses soient secrètes. Oh! Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé rompt nos prétentions. Je vous avouerai donc, avec pleine franchise, qu'ici, d'une beauté, mon âme s'était prise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès que je me suis chez elle ouverte un doux accès. Et sans trop me vanter ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Et c'est un jeune objet qui loge en ce logis. Dont vous voyez d'ici que les murs sont rougis. Simple, à la vérité par l'erreur sans seconde, d'un homme qui la cache au commerce du monde, mais qui, dans l'ignorance où l'on veut l'asservir, fait briller des attraits capables de ravir. Un air tout engageant, je ne sais quoi, de tendre, dont il n'est point de cœur qui se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour de tant d'attraits pourvu. C'est Agnès qu'on l'appelle. Ah, je crains. Pour l'homme, c'est, je crois, de la zousse ou source qu'on le nomme. Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom. Riche, à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés, non. Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Le connaissez-vous point? La fâcheuse pilule. Eh! Vous ne dites mot
Et... oui, je le connais. C'est un fou, n'est-ce pas? Et Qu'en dites-vous? Quoi? Et... c'est-à-dire oui, jalouse à faire rire, sot. Je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assujettir. C'est un joli bijou pour ne vous point mentir. Et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux vont à m'en rendre maître en dépit du jaloux. Et l'argent que de vous j'emprunte avec franchise n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les grands ressorts, et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, en amour comme en guerre, avance les conquêtes. Vous me semblez chagrin, serait-ce qu'en effet, vous désapprouveriez le dessein que j'ai fait? non, c'est que je songeais. Cet entretien vous lasse. Adieu, j'irai chez vous tantôt vous rendre grâce. Ah, faut-il... De rechef, veuillez être discret et n'allez pas de grâce éventer mon secret. que je sens dans mon âme. Et surtout à mon père, qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Oh, oh, que j'ai souffert durant cet entretien. Jamais trouble d'esprit ne fut égal au mien. Avec quelle imprudence et quelle hâte extrême il m'est venu conter cette affaire à moi-même. Bien que mon autre nom le tienne dans l'erreur étourdi, montra-t-il jamais tant de fureur. Mais ayant tant souffert, je devais me contraindre, jusque à m'éclaircir de ce que je dois craindre, à pousser jusqu'au bout son caquet indiscret et savoir pleinement leur commerce secret. Tâchons à le rejoindre. Il n'est pas loin, je pense. Tirons-en de ce fait l'entier confident. Je tremble du malheur qui m'en peut arriver. Et l'on cherche souvent plus qu'on ne veut trouver. Il m'est, lorsque j'y pense, avantageux sans doute d'avoir perdu mes pas et pu manquer sa route. Car enfin de mon cœur le trouble impérieux n'eût pu se renfermer tout entier à ses yeux. Il lui fit éclater l'ennui qui me dévore, et je ne voudrais pas qu'il sût ce qu'il ignore. Mais je ne suis pas homme à gober le morceau et laisser un champ libre au vœu du damoiseau. J'en veux rompre le cours, et sans tarder apprendre jusqu'où l'intelligence entre eux a pu s'étendre. J'y prends pour mon honneur un notable intérêt. Je la regarde en femme, au terme qu'elle en est. Elle n'a pu faillir sans me couvrir de honte, et tout ce qu'elle a fait enfin est sur mon compte. Éloignement fatal, voyage malheureux. Ah, monsieur, cette fois... Eh, venez ça, tous deux. Passez là. Passez là. Venez là. Venez, dis-je. Me faites peur, et tout mon sang se fige. C'est donc ainsi qu'absent vous m'avez obéi. Et tous deux de concert vous m'avez donc trahi. Et ne me mangez pas, monsieur, je vous conjure. Quelque chien enragé l'a mordu, je m'assure.
Je ne puis parler tant que je suis prévenu. Je suffoque et voudrais me pouvoir mettre nu. Vous avez donc souffert, ô canaille maudite, qu'un homme soit venu. Tu veux prendre la fuite. Il faut que sur le champ, si tu bouges, je veux que vous me disiez. Oui, je veux que tous deux, quiconque remuera par la mort, je la sens. Comme est-ce que chez moi s'est introduit cet homme? Hé, parlez, dépêchez! Vite! Promptement, tôt, sans rêver veut-on dire? Ah, le cœur me fond. Je meurs. Je suis en eau, prenons un peu d'haleine. Il faut que je m'évente et que je me promène. Aurais-je deviné quand je l'ai vu petit qu'il croîtrait pour cela? Ciel que mon cœur pâtit. Je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche, je tire avec douceur l'affaire qui me touche. Tâchons de modérer notre ressentiment. Patience, mon cœur. Doucement. Doucement. Levez-vous et rentrons, faites qu'Agnès descende. Arrêtez! Sa surprise en deviendrait moins grande. Du chagrin qui me trouble, ils iraient l'avertir, et moi-même, je veux l'aller faire sortir. Que l'on m'attende ici. Mon Dieu, qu'il est terrible. Ces regards m'ont fait peur, mais une peur horrible. Et jamais je ne viens plus de chrétien. Ce monsieur l'a fâché, je te le disais bien. Mais que diantre est cela qu'avec tant de rudesse, il nous fait au logis garder notre maîtresse? D'où vient qu'à tout le monde il veut tant la cacher, et qu'il ne saurait voir personne en approcher? C'est que cette action le met en jalousie. Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui. Mais pourquoi l'est-il? Et pourquoi ce courroux? C'est que la jalousie, entends-tu bien, Georgette, est une chose là qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens d'autour d'une maison. Je m'en vais te bailler une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai, quand tu tiens ton potage, que si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger? Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme. La femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes, parfois, qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Oui.
Mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même? Et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec les biomotieux. C'est que chacun n'a pas cette amitié goulue qui n'en veut que pour soi. Si je n'ai la berlue, je le vois qui revient. Tes yeux sont bons, c'est lui. Vois comme il est chagrin. C'est qu'il a de l'ennui. Un certain grec disait à l'empereur Auguste, comme une instruction utile autant que juste, que lorsqu'une aventure en colère nous met, nous devons avant tout dire notre alphabet, afin que dans ce temps la bile se tempère et qu'on ne fasse rien que l'on ne doive faire. J'ai suivi sa leçon sur le sujet d'Agnès, et je la fais venir dans ce lieu tout exprès, sous prétexte d'y faire un tour de promenade, afin que les soupçons de mon esprit malade puissent sur le discours la mettre adroitement et lui sondant le cœur s'éclaircir doucement. Venez, Agnès, rentrez. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle. Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi? Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non. Vous ennuyait-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez, vraiment. Quoi? C'est la vérité? Qu'un homme? Chose sûre, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième, aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Tant que si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela je me serais tenue, ne voulant point céder et recevoir l'ennui qu'il me pût estimer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. « Mon enfant,
Le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de mal user les choses qu'il vous donne, et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Ah, suppôt de Satan, exécrable damné! Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout debout. Et c'est l'homme qu'hier vous vîtes du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose. Non, fit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Eh, mon Dieu, ma surprise, et fis-je 100 secondes. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, fit-elle, vos yeux pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable, et s'il faut poursuivre la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais dit, j'ai une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent seuls empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je, puisqu'il est ainsi, il peut tant qu'il voudra me venir voir ici. La sorcière maudite, empoisonneuse dame, puisse l'enfer payer tes charitables trames. Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je après tout avoir la conscience de le laisser mourir, faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir, et ne puissant pleurer voir un poulet mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente, qui s'enguide à laisser cette bonté de mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le pendard, dans ses vœux téméraires, un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites. Et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis, le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent qu'en ont une autre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certain je ne sais quoi dont je suis tout émue. Ô fâcheux examen d'un mystère fatal où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Oh, tant! Il me prenait et les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Ouf. Il m'a Quoi? pris le... Plaît-il? Je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait. Mon Dieu, non. Jurez donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris. Vous serez en colère. Non. Si. Non, 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 non. Diantre que de mystère. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban, mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas. Mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède,
n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger si l'on eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à mon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Chut. De votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot, ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser et puis après s'en rire. Au point, il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi! Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins écouter les sornettes, que se laisser par eux à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel, des plus gros qui se fassent. Un péché, dites-vous, et la raison de grâce. La raison. La raison est l'arrêt prononcé que par ses actions le ciel est courroucé. Courroucé, mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie on goûte à tout cela. Et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, l'on me revoit ici. Est-il possible Oui. que vous me ferez aise? Oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux? Rien de plus assuré. Que si cela se fait, je vous caresserai. Et la chose sera de ma part réciproque. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés. Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir. Cela vous fait donc rire. Oui. Vous voir bien contenter ce que je désire. Hélas, que je vous ai grande obligation. Et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là. Là. Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau le mal dont il vous berce, qu'avec lui, désormais, vous rompiez tout commerce. Que venant au logis pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte, honnêtement. Et lui jetant, s'il heurte, un gré par la fenêtre, l'obligiez tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin, de votre procédé, je serai le témoin. Las, il est si bien fait, c'est... Ah, que de langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi? Voulez-vous? C'est assez. Je suis maître, je parle, allez, obéissez. Oui, tout a bien été, ma joie est sans pareil. Vous avez là suivi mes ordres à merveille, confondu de tout point le blondin séducteur. Et voilà de quoi sert un sage directeur. Votre innocence, Agnès, avait été surprise.
voyez sans y penser où vous vous étiez mise. Vous enfiliez tout droit, sans mon instruction, le grand chemin d'enfer et de perdition. De tous ces damoiseaux, on sait trop les coutumes. Ils ont de beaux canons, force rubans et plumes, grands cheveux, belles dents et des propos fort doux. Mais comme je vous dis, la griffe est là-dessous. Et ce sont vrais satans dont la gueule altérée de l'honneur féminin cherche à faire reculer. Mais encore une fois, grâce aux soins apportés, vous en êtes sortis avec honnêteté. L'air dont je vous ai vu lui jeter cette pierre, qui de tous ses dessins a mis l'espoir par terre, me confirme encore mieux à ne point différer les noces où je dis qu'il vous faut préparer. Mais avant toute chose, il est bon de vous faire quelques petits discours qui vous soient salutaires. Un siège aux fraises ici. Vous, si jamais en rien... De toutes vos leçons, nous nous souviendrons bien. Cet autre monsieur-là nous en faisait à croire, mais... S'il entre jamais, je veux jamais ne boire. Aussi bien est-ce un sot. Il nous a l'autre fois donné 2 écus d'or qui n'étaient pas de poids. Ayez pour le souper tout ce que je désire. Et pour notre contrat, comme je viens de dire, faites venir ici l'un ou l'autre au retour, le notaire qui loge au coin de ce carrefour. Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage. Là. Regardez-moi là durant cet entretien. Et jusqu'au moindre mot, imprimez-le vous bien. Je vous épouse, Agnès, et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez la bassesse où vous avez été, et dans le même temps admirez ma bonté, qui de ce vil état de pauvre villageoise vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise et jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements et dont à 20 parties fort capable de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux, afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurai mise, à toujours vous connaître, et faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe est la toute-puissance. Bien qu'on soit 2 moitiés de la société, ces 2 moitiés, pourtant, n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur, le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance
et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face que quand d'un doux regard il lui veut faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les fredaines, et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne. Que cet honneur est tendre et se blesse de peu, que sur un tel sujet il ne faut point de jeu, et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes malvivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle le sera toujours comme un lys, blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bond, elle deviendra alors noire comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable, et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité, dont vous veuillez garder la céleste bonté. Faites la révérence, ainsi qu'une novice, par cœur, dans le couvent doit savoir son office. Entrant au mariage, il en faut faire autant. Et voici dans ma poche un écrit important qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme. Et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez, voyons un peu si vous le lirez bien. Les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée, avec son exercice journalier. Première maxime. Celle qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui la prend ne la prend que pour lui. Je vous expliquerai ce que cela veut dire, mais pour l'heure présente, il ne faut rien que lire. Deuxième maxime. Elle ne se doit parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté, et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Troisième maxime. Loin ces études d'œillade, ces eaux, ces blancs, ces pommades, et 1000 ingrédients qui font des teints fleuris. À l'honneur tous les jours, ce sont drogues mortelles, et les soins de paraître belles se prennent peu pour les maris. Quatrième maxime. Sous sa coiffe en sortant, comme l'honneur l'ordonne, il faut que de ses yeux elle étouffe les coups, car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Cinquième maxime. Or, ce dont au mari la visite se rend, la bonne règle défend de recevoir aucune âme. Ceux qui de galante humeur n'ont affaire qu'à madame n'accommodent pas monsieur. Sixième maxime. Il faut des présents des hommes qu'elles se défendent bien, car dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Septième maxime. Dans ces meubles, dût-elle en avoir de l'ennui, il ne faut écritoire, encre, papier ni plume.
le mari doit dans les bonnes coutumes écrire tout ce qui s'écrit chez lui. 8e maxime. Ces sociétés déréglées, qu'on nomme belles assemblées, des femmes tous les jours corrompent les esprits. En bonne politique, on les doit interdire, car c'est là que l'on conspire contre les pauvres maris. 9e maxime. Toute femme qui veut à l'honneur se vouer doit se défendre de jouer comme d'une chose funeste, car le jeu fort décevant pousse une femme souvent à jouer de tout son reste. 10e maxime. Des promenades du temps ou repas qu'on donne aux champs, il ne faut pas qu'elle essaye. Selon les prudents cerveaux, le mari dans ses cadeaux est toujours celui qui paye. 11e maxime. Vous achèverez seul et pas à pas tantôt je vous expliquerai ces choses comme il faut. Je me suis souvenu d'une petite affaire. Je n'ai qu'un mot à dire et ne tarderai guère. Rentrez et conservez ce livre chèrement. Si le notaire vient, qu'il m'attende un moment. Je ne puis faire mieux que d'en faire ma femme. Ainsi que je voudrais, je tournerai cette âme comme un morceau de cire entre mes mains à lait, et je lui puis donner la forme qui me plaît. Il s'en est peu fallu que durant mon absence, on ne m'ait attrapé par son trop d'innocence, mais il vaut beaucoup mieux, à dire vérité, que la femme qu'on a pêche de ce côté. De ces sortes d'erreurs, le remède est facile. Toute personne simple, leçons et docile. Et si du bon chemin on l'a fait écarter, 2 mots incontinents l'y peuvent rejeter. Mais une femme habile est bien une autre bête. Notre sort ne dépend que de sa seule tête, de ce qu'elle s'y met, rien ne la fait gauchir, et nos enseignements ne font là que blanchir. Son bel esprit lui sert à railler nos maximes, à se faire souvent des vertus de ses crimes, et trouver pour venir à ses coupables fins des détours, à duper l'adresse des plus fins. Pour se parer du coup, en vain on se fatigue. Une femme d'esprit est un diable en intrigue. Et dès que son caprice a prononcé tout bas l'arrêt de notre honneur, il faut passer le pas. Beaucoup d'honnêtes gens en pourraient bien que dire. Enfin, mon étourdi n'aura pas lieu d'en rire. Par son trop de caquet, il a ce qu'il lui faut. Voilà de nos Français l'ordinaire défaut. Dans la possession d'une bonne fortune, le secret est toujours ce qui les importune. Et la vanité sotte a pour eux tant d'appât qu'ils se pendraient plutôt que de ne causer pas. Oh, que les femmes sont du diable bien tentées lorsqu'elles vont chercher ces têtes éventées et que... Mais le voici. Cachons-nous toujours bien et découvrons un peu quel chagrin est le sien. Je reviens de chez vous et le destin me montre qu'il n'a pas résolu que je vous y rencontre. Mais j'irai tant de fois qu'enfin, quelques moments... Eh mon Dieu, n'entrons point dans ce vain compliment. Rien ne me fâche tant que ces cérémonies. Et si l'on m'en croyait, elles seraient bannies. C'est un maudit usage. Et la plupart des gens y perdent sottement les 2/3 de leur temps. Mettons donc sans façon. Eh bien, vos amourettes, puis-je, Seigneur Horace, apprendre où vous en êtes? J'étais tantôt distrait par quelques visions, mais depuis là-dessus, j'ai fait réflexion de vos premiers progrès. J'admire la vitesse. Et dans l'événement, mon âme s'intéresse. Ma foi, depuis qu'à vous s'est découvert mon cœur, il est à mon amour arrivé du malheur. Oh, comment cela? La fortune cruelle a ramené des champs le patron de la belle. Quel malheur! Et depuis, à mon très grand regret, il a su de nous deux le commerce secret. D'où diantre a-t-il sitôt appris cette aventure? Je ne sais, mais enfin, c'est une chose sûre. Je pensais aller rendre à mon heure à peu près ma petite visite à ces jeunes attraits, lorsque, changeant pour moi de ton et de visage, et servante et valet m'ont bouché le passage, et d'un « retirez-vous, vous nous importunez », m'ont assez rudement fermé la porte au nez. La porte
forte au nez. Au nez. La chose est un peu forte. J'ai voulu leur parler au travers de la porte. Mais à tous mes propos, ce qu'ils ont répondu, c'est « Vous n'entrerez point, monsieur l'a défendu ». Ils n'ont donc point ouvert. Non, et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître en me chassant de là d'un ton plein de fierté, accompagné d'un grès que sa main a jeté. Comment d'un grès? D'un grès de taille non petite, dont on a par ses mains régalé ma visite. Diantre, ce ne sont pas des prunes que cela. Et je trouve fâcheux l'état où vous voilà. Il est vrai, je suis mal par ce retour funeste. Certes, j'en suis fâché pour vous, je vous proteste. Cet homme me rompt tout. Oui, mais cela n'est rien. Et de vous raccrocher, vous trouverez moyen. Il faut bien essayer par quelque intelligence de vaincre du jaloux l'exacte vigilance. Cela vous est facile, et la fille, après tout, vous aime. Assurément. Vous en viendrez à bout. Je l'espère. Le grès vous a mis en déroute, mais cela ne doit pas vous étonner. Sans doute. Et j'ai compris d'abord que mon homme était là, qui, sans se faire voir, conduisait tout cela. Mais ce qui m'a surprise et qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre. Un trait hardi qu'a fait cette jeune beauté, et qu'on n'attendrait point de sa simplicité. Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. Et souvent, de nos mœurs, l'absolu changement devient par ses leçons l'ouvrage d'un moment. De la nature en nous, il force les obstacles, et ses effets soudains ont de l'air des miracles. D'un avare à l'instant, il fait un libéral, un vaillant d'un poltron, un civil d'un brutal. Il rend agile à tout l'âme la plus pesante, et donne de l'esprit à la plus innocente. Oui, ce dernier miracle éclate dans Agnès, car tranchant avec moi par ces termes exprès, retirez-vous, mon âme, aux visites renonce. Je sais tous vos discours, et voilà ma réponse. Cette pierre ou ce grès dont vous vous étonniez, avec un mot de lettre, est tombé à mes pieds. Et j'admire de voir cette lettre ajustée avec le sens des mots et la pierre jetée. D'une telle action, n'êtes-vous pas surpris? L'amour, sait-il pas l'art d'aiguiser les esprits? Et peut-on me nier que ces flammes puissantes ne fassent dans un cœur des choses étonnantes? Que dites-vous du tour et de ce mot d'écrit? N'admirez-vous point cette adresse d'esprit? Trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage a joué mon jaloux dans tout ce badinage? Dites! Oui, fort plaisant. Riez-en donc un peu. Cet homme gendarmé d'abord contre mon feu, qui chez lui se retranche et de gré fait parade, comme si j'y voulais entrer par escalade, qui, pour me repousser dans son bizarre effroi, anime du dedans tous ces gens contre moi, et qu'abuse à ses yeux par sa machine même, celle qu'il veut tenir dans l'ignorance extrême. Pour moi, je vous l'avoue, encore que son retour en un grand embarras jette ici mon amour. Je tiens cela plaisant autant qu'on saurait dire. Je ne puis y songer sans de bon cœur en rire. Et vous n'en riez pas assez, à mon avis. Pardonnez-moi, hein, j'en ris tout autant que je puis. Mais il faut qu'en ami, je vous montre la lettre. Tout ce que son cœur sent, sa main a su l'y mettre. Mais en termes touchants et tous pleins de bonté, de tendresse innocente et d'ingénuité.
de la manière enfin que la pure nature exprime de l'amour la première blessure. Voilà, friponne, à quoi l'écriture te sert, et contre mon dessein, l'art t'en fut découvert. Je veux vous écrire, et je suis bien en peine par où je m'y prendrai. J'ai des pensées que je désirerais que vous sussiez, mais je ne sais comment faire pour vous les dire. Et je me défie de mes paroles. Comme je commence à connaître qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance, j'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien, et d'en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait, mais je pense que je suis fâché à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous, que j'aurai toutes les peines du monde à me passer de vous, et que je serai bien aise d'être à vous. Peut-être qu'il y a du mal à cela, mais enfin je ne puis m'empêcher de le dire, et je voudrais que cela se pût faire sans qu'il y en eût. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs, qu'il ne les faut point écouter, et que tout ce que vous me dites n'est que pour m'abuser. Mais je vous assure que je n'ai pu encore me figurer cela de vous, et que je suis si touché de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles soient menteuses. Dites-moi franchement ce qui en est, car enfin, comme je suis sans malice, vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez, et je pense que j'en mourrais de déplaisir. Chienne. Qu'avez-vous? Moi, rien, c'est que je tousse. Avez-vous jamais vu d'expression plus douce? Malgré les soins maudits d'un injuste pouvoir, un plus beau naturel peut-il se faire voir? Et n'est-ce pas, sans doute, un crime punissable de gâter méchamment ce fond d'âme admirable, d'avoir dans l'ignorance et la stupidité voulu de cet esprit étouffer la clarté? L'amour a commencé d'en déchirer le voile. Et si, par la faveur de quelque bonne étoile, je puis, comme j'espère, à ce franc animal, ce traître, ce bourreau, ce faquin, ce brutal... Adieu. Comment si vite? Il m'est dans la pensée venue tout maintenant une affaire pressée. Mais ne sauriez-vous point, comme on la tient de près, qui dans cette maison pourrait avoir accès? J'en use sans scrupule, et ce n'est pas merveille qu'on se puisse entre amis servir à l'appareil. Je n'ai plus là dedans que gens pour m'observer, et servantes et valets que je viens de trouver n'ont jamais, de quelque air que je m'y sois pu prendre, adouci leur rudesse à me vouloir entendre. J'avais pour de tels coups certaine vieille en main, d'un génie, à vrai dire, au-dessus de l'humain. Elle m'a dans l'abord servi de bonne sorte, mais depuis 4 jours, la pauvre femme est morte. Ne me pourriez-vous point ouvrir quelques moyens? Non, vraiment, et sans moi, vous en trouverez bien. Adieu donc. Vous voyez ce que je vous confie. Comme il faut devant lui que je me mortifie. Quelle peine à cacher mon déplaisir cuisant. Quoi pour une innocente, un esprit si présent? Elle a faim d'être telle à mes yeux la traîtresse, où le diable à son âme a soufflé cette adresse. Enfin me voilà mort par ce funeste écrit. Je vois qu'il a, le traître, empaumé son esprit, qu'à ma suppression il s'est ancré chez elle. Et c'est mon désespoir et ma peine mortelle. Je souffre doublement dans le vol de son cœur, et l'amour y pâtit aussi bien que l'honneur. J'enrage de trouver cette place usurpée, et j'enrage de voir ma prudence trompée. Je sais que pour punir son amour libertin, je n'ai qu'à laisser faire à son mauvais destin, que je serai vengé d'elle par elle-même,
mais il est bien fâcheux de perdre ce qu'on est. Ciel. Puisque pour un choix j'ai tant philosophé, faut-il de ces appas m'être si fort coiffé? Elle n'a ni parents, ni support, ni richesse. Elle trahit mes soins, mes bontés, ma tendresse. Et cependant je l'aime. Après cela, je doute. Jusqu'à ne me pouvoir passer de cet amour. Sot, n'as-tu point de honte? Ah, je crève! J'enrage. Et je souffletterai 1000 fois mon visage. Je veux entrer un peu, mais seulement pour voir quelle est sa contenance après un trait si noir. Ciel, faites que mon front soit exempt de disgrâce, ou bien s'il est écrit qu'il faille que j'y passe, donnez-moi tout au moins pour de tels accidents la constance qu'on voit à de certaines gens. J'ai peine, je l'avoue, à demeurer en place. Et de 1000 soucis, mon esprit s'embarrasse pour pouvoir mettre un ordre et dedans et dehors qui du Godeluron rompe tous les efforts. De quel œil la traîtresse a soutenu ma vue? De tout ce qu'elle a fait, elle n'est point émue. Et bien qu'elle me mette à 2 doigts du trépas, on dirait à la voir qu'elle n'y touche pas. Plus en la regardant, je la voyais tranquille. Plus je sentais en moi s'échauffer une bile. Et ces bouillants transports dont s'enflammait mon cœur, il semblait redoubler mon amoureuse ardeur. J'étais aigri, fâché, désespéré contre elle. Et cependant, jamais je ne la vis si belle. Jamais ses yeux aux miens n'ont paru si perçants. Jamais je n'eus pour eux des désirs si pressants. Et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève si de mon triste sort la disgrâce s'achève. Quoi j'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution. Je l'aurais fait passer chez moi dès son enfance. Et j'en aurais chéri la plus tendre espérance. Mon cœur aura bâti sur ses attraits naissants et cru la mitonner pour moi durant 13 ans, afin qu'un jeune fou dont elle s'amourache me la vienne enlever jusque sur la moustache, lorsqu'elle est avec moi mariée à demi. Non, parbleu. Non, parbleu, petit sot, mon ami. Vous aurez beau tourner, ou j'y perdrai mes peines, ou je rendrai ma foi vos espérances vaines. Et de moi, tout à fait, vous ne vous rirez point. Ah, le voilà. Bonjour, me voici tout à point pour dresser le contrat que vous souhaitez faire. Comment faire? Il le faut dans la forme ordinaire. À mes précautions, je veux songer de près. Je ne passerai rien contre vos intérêts. Il se faut garantir de toutes les surprises. Suffit qu'entre mes mains vos affaires soient mises. Il ne vous faudra point de peur d'être déçu, quittant c'est le contrat que vous n'ayez reçu. J'ai peur, si je vais faire éclater quelque chose, que de cet incident par la ville on ne cause. Eh bien, il est aisé d'empêcher cet éclat et l'on peut en secret faire votre contrat. Mais comment faudra-t-il qu'avec elle j'en sorte? Le douaire se règle au bien qu'on vous apporte. Je l'aime, et cet amour est mon grand embarras. On peut avantager une femme en ce cas. Quel traitement lui faire en pareille aventure?
L'ordre est que le futur doit douer la future du tiers du dot qu'elle a. Mais cet ordre n'est rien, et l'on va plus avant lorsque l'on le veut bien. Si. Pour le préciput, il les regarde ensemble. Je dis que le futur peut, comme bon lui semble, douer la future. Il peut l'avantager lorsqu'il l'aime beaucoup et qu'il veut l'obliger, et cela par douaire, ou préfixe qu'on appelle, qui demeure perdu par le trépas d'Icelle, ou sans retour qui va de la dite accessoire, ou coutumier selon les différents vouloirs, ou par donation, dans le contrat formel qu'on fait ou pur et simple, ou qu'on fait mutuel. Pourquoi hausser le dos? Est-ce qu'on parle en fa et que l'on ne sait pas les formes d'un contrat? Qui me les apprendra? Personne, je présume. Sais-je pas qu'étant joints, on est par la coutume communs en meubles, biens, immeubles et conquêts, à moins que par un acte, on y renonce exprès? Sais-je pas que le tiers du bien de la future entre en communauté pour... Oui, c'est chose sûre. Vous savez tout cela, mais qui vous en dit mot? Vous, qui me prétendez faire passer pour sot, en me haussant l'épaule et faisant la grimace. La peste soit fait l'homme et sa chienne de face. Adieu, c'est le moyen de vous faire finir. Pour dresser un contrat, m'a-t-on pas fait venir? Oui, je vous ai mandé, mais la chose est remise. Et l'on vous mandera quand l'heure sera prise. Voyez quel diable d'homme avec son entretien. Je pense qu'il en tient et je crois penser bien. M'êtes-vous pas venu quérir pour votre maître? Oui. J'ignore pour qui vous le pouvez connaître, mais allez de ma part lui dire de ce pas que c'est un fou fieffé. Nous n'y manquerons pas. Monsieur, approchez-vous. Vous êtes mes fidèles, mes bons, mes vrais amis, et j'en sais des nouvelles. Le notaire. Laissons, c'est pour quelque autre jour. On veut à mon honneur jouer d'un mauvais tour. Et quel affront pour vous, mes enfants, pourrait s'être si l'on avait ôté l'honneur à votre maître. Vous n'oseriez après paraître en nul endroit, et chacun vous voyant vous montrerait du doigt. Donc, puisqu'autant que moi l'affaire vous regarde, il faut de votre part faire une telle garde que ce galant ne puisse en aucune façon. Vous nous avez tantôt montré notre leçon. Mais à ces beaux discours, gardez bien de vous rendre. Oh, vraiment? Nous savons comme il faut s'en défendre. S'il venait doucement, Alain, mon pauvre cœur, par un peu de secours soulage ma langueur. Vous êtes un sot. Bon, Georgette, ma mignonne, tu me parais si douce et si bonne personne. Vous êtes un nigaud. Bon, quel mal trouves-tu dans un dessein honnête et tout plein de vertu? Vous êtes un fripon. Fort bien. Ma mort est sûre, si tu ne prends pitié des peines que j'endure. Vous êtes un bonnet, un impudent. Fort bien. Je ne suis pas un homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert, en garder la mémoire. Cependant, par avance, Alain, voilà pour boire. Et voilà pour t'avoir, Georgette, un cotillon. Ce n'est de mes bienfaits qu'un simple échantillon. Toute la courtoisie, ici dont je vous presse, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse. À d'autres. Bon. Hors d'ici. Bon cela. Métaux. Bon, là, c'est assez. Fais-je pas comme il faut? Est-ce de la façon que vous voulez l'entendre? Oui, fort bien. Or, l'argent qu'il ne fallait pas prendre. Nous ne nous sommes pas souvenus de ce point. Voulez-vous qu'à l'instant nous recommencions? Point. Suffit rentrer tous deux. Vous n'avez rien qu'à dire. Non, vous dis-je, rentrer puisque je le désire. Je vous laisse l'argent. Allez, je vous rejoins. Ayez bien l'œil à tout et secondez mes soins.
Je veux pour espion qui soit d'exacte vue prendre le savetier du coin de notre rue. Dans la maison, toujours je prétends la tenir, y faire bonne garde. Et surtout en bannir vendeuses de rubans, perruquières, coiffeuses, faiseuses de mouchoirs, gantières, revendeuses, tous ces gens qui sous main travaillent chaque jour à faire réussir les mystères d'amour. Enfin, j'ai vu le monde et j'en sais les finesses. Il faudra que mon homme ait de grandes adresses, si message au poulet de sa part peut entrer. La place m'est heureuse à vous y rencontrer. Je viens de l'échapper bien belle, je vous jure. Au sortir d'avec vous, sans prévoir l'aventure, seul dans son balcon, j'ai vu paraître Agnès. Qui, des arbres prochains, prenait un peu le frais. Après m'avoir fait signe, elle a su faire en sorte, descendant au jardin, de m'en ouvrir la porte. Mais à peine tous deux dans sa chambre étions-nous qu'elle a, sur les degrés, entendu son jaloux. Et tout ce qu'elle a pu dans un tel accessoire, c'est de me renfermer dans une grande armoire. Il est entré. D'abord, je ne le voyais pas. Mais je l'oyais marcher sans rien dire, à grands pas, poussant de temps en temps des soupirs pitoyables et donnant quelquefois de grands coups sur les tables, frappant un petit chien qui pour lui s'émouvait et jetant brusquement les hardes qu'il trouvait. Il a même cassé d'une main mutinée des vases dont la belle ornait sa cheminée. Et sans doute il faut bien qu'à ce bec cornu, du trait qu'elle a joué quelques jours soit venu. Enfin, après son tour, ayant de la manière, sur ce qui n'en peut mais décharger sa colère, mon jaloux inquiet, sans dire son ennui, est sorti de la chambre et moi, de mon étui. Nous n'avons point voulu, de peur du personnage, risquer à nous tenir ensemble davantage. C'était trop hasardé. Mais je dois, cette nuit, dans sa chambre, un peu tard, m'introduire sans bruit. En toussant par 3 fois, je me ferai connaître. Et je dois au signal voir ouvrir la fenêtre dont, avec une échelle et secondée d'Agnès, mon amour tâchera de me gagner l'accès. Comme à mon seul ami, je veux bien vous l'apprendre. L'allégresse du cœur s'augmente à la répandre. Et goûta-t-on 100 fois un bonheur trop parfait, on n'en est pas content si quelqu'un ne le sait. Vous prendrez part, je pense, à l'heure de mes affaires. Adieu, je vais songer aux choses nécessaires. Quoi, l'astre qui s'obstine à me désespérer ne me donnera pas le temps de respirer. Coup sur coup, je verrai par leur intelligence, de leurs soins vigilants confondre la prudence. Et je serai la dupe en ma maturité d'une jeune innocente et d'un jeune éventé. En sage philosophe, on m'a vu 20 années contempler des maris les tristes destinées et m'instruire avec soin de tous les accidents qui font dans le malheur tomber les plus prudents, des disgrâces d'autrui. Profitant dans mon âme, j'ai cherché les moyens, voulant prendre une femme, de pouvoir garantir mon front de tous affronts et le tirer de perde avec les autres fronts. Pour ce noble dessein, j'ai cru mettre en pratique tout ce que peut trouver l'humaine politique. Et comme si du sort il était arrêté que nul homme, ici-bas, n'en serait exempté. Après l'expérience et toutes les lumières que j'ai pu m'acquérir sur de telles matières, après 20 ans et plus de méditation pour me conduire en tout avec précaution, de tant d'autres maris, j'aurais quitté la trace pour me trouver après dans la même disgrâce. Un bourreau de destin, vous en aurez menti!
De l'objet qu'on poursuit, je suis encore nanti. Si son cœur m'est volé par ce blondin funeste, j'empêcherai du moins qu'on s'empare du reste. Et cette nuit qu'on prend pour le galant exploit ne se passera pas si doucement qu'on croit. Semer quelques plaisirs parmi tant de tristesse que l'on me donne avis du piège qu'on me dresse. Et que cet étourdi qui veut m'être fatal fasse son confident de son propre rival. Eh bien, souperons-nous avant la promenade? Non, je jeûne ce soir. D'où vient cette boutade? De grâce, excusez-moi, j'ai quelque autre embarras. Votre hymen résolu ne se fera-t-il pas? C'est trop s'inquiéter des affaires des autres. Oh, si brusquement. Quels chagrins sont les vôtres? Serait-il point compère à votre passion arriver quelque peu de tribulation? Je le jurerais presque à voir votre visage. Quoi qu'il m'arrive, au moins aurais-je l'avantage de ne pas ressembler à de certaines gens qui souffrent doucement l'approche des galants. C'est un étrange fait qu'avec tant de lumière, vous vous effarouchiez toujours sur ces matières. Qu'en cela vous mettiez le souverain bonheur et ne conceviez point au monde d'autre honneur. Être avare, brutal, fourbe, méchant et lâche n'est rien à votre avis auprès de cette tâche. Et de quelque façon qu'on puisse avoir vécu, on est homme d'honneur quand on n'est point cocu. À le bien prendre au fond, pourquoi voulez-vous croire que de ce cas fortuit dépend de notre gloire, et qu'une âme bien née est à se reprocher l'injustice d'un mal qu'on ne peut empêcher? Pourquoi voulez-vous, dis-je en prenant une femme, qu'on soit digne à son choix de louange ou de blâme, et qu'on saille former un monstre plein d'effroi de l'affront que nous fait son manquement de foi? Mettez-vous dans l'esprit qu'on peut, du coquillage, se faire en galant homme une plus douce image, que des coups du hasard aucun n'étant garant, cet accident de soi doit être indifférent, et qu'enfin tout le mal, quoique le monde glose, n'est que dans la façon de recevoir la chose. Car pour se bien conduire en ces difficultés, il y faut, comme en tout, fuir les extrémités. N'imitez pas ces gens un peu trop débonnaires qui tirent vanité de ces sortes d'affaires. De leurs femmes, toujours vont citant les galants, en font partout l'éloge et prônent leur talent, témoignent avec eux d'étroites sympathies, sont de tous leurs cadeaux, de toutes leurs parties, et font qu'avec raison les gens sont étonnés de voir leur hardiesse à montrer là leur nez. Ce procédé, sans doute, est tout à fait blâmable. Mais l'autre extrémité n'est pas moins condamnable. Si je n'approuve pas ces amis des galants, je ne suis pas aussi pour ces gens turbulents, dont l'imprudent chagrin qui tempête et qui gronde attire au bruit qu'il fait les yeux de tout le monde, et qui, par cet éclat, semblent ne pas vouloir qu'aucun puisse ignorer ce qu'ils peuvent avoir. Entre ces deux partis, il en est un honnête, où dans l'occasion, l'homme prudent s'arrête, et quand on le sait prendre, on n'a point à rougir du pis dont une femme avec nous puisse agir. Quoi qu'on en puisse dire, enfin, le coquillage, sous des traits moins affreux, aisément s'envisage. Et comme je vous dis, toute l'habileté ne va qu'à le savoir tourner du bon côté.
Après ce beau discours, toute la confrérie doit un remerciement à votre seigneurie. Et quiconque voudra vous entendre parler montera de la joie à s'y voir enrôler. Je ne dis pas cela, car c'est ce que je blâme. Mais comme c'est le sort qui nous donne une femme, je dis que l'on doit faire ainsi qu'au jeu de dés. Ou s'il ne vous vient pas ce que vous demandez, il faut jouer d'adresse et d'une âme réduite, corriger le hasard par la bonne conduite. C'est-à-dire dormir et manger toujours bien et se persuader que tout cela n'est rien. Vous pensez vous moquer, mais à nouveau rien feindre. Dans le monde, je vois 100 choses plus à craindre, et dont je me ferais un bien plus grand malheur que de cet accident qui vous fait tant de peur. Pensez-vous qu'à choisir de 2 choses prescrites, je n'aimasse pas mieux être ce que vous dites que de me voir mari de ces femmes de bien, dont la mauvaise humeur fait un procès sur rien, ces dragons de vertu, ces honnêtes diablesses, se retranchant toujours sur leurs sages prouesses, qui, pour un petit tort qu'elles ne nous font pas, prennent le droit de traiter les gens de haut en bas et veulent sur le pied de nous être fidèles, que nous soyons tenus à tout endurer d'elles. Encore un coup, compère. Apprenez qu'en effet, le coquillage n'est que ce que l'on le fait, qu'on peut le souhaiter pour de certaines causes, et qu'il a ses plaisirs, comme les autres choses. Si vous êtes d'humeur à vous en contenter, quant à moi, ce n'est pas la mienne d'en tâter. Et plutôt que subir une telle aventure... Mon Dieu, ne jurez point de peur d'être parjure. Si le sort l'a réglé, vos soins sont superflus et l'on ne prendra pas votre avis là-dessus. Moi, je serai cocu. Vous voilà bien malade. 1000 gens le sont bien, sans vous faire bravade, qui de mine, de cœur, de biens et de maisons ne ferait avec vous nulle comparaison. Et moi, je n'en voudrais avec eux faire aucune. Mais cette raillerie en un mot m'importune. Brisons-la, s'il vous plaît. Vous êtes en courroux. Nous en saurons la cause. Adieu. Souvenez-vous, quoique sur ce sujet votre honneur vous inspire, que c'est être à demi ce que l'on vient de dire, que de vouloir jurer qu'on ne le sera pas. Moi, je le jure encore. Et je vais de ce pas contre cet accident trouver un bon remède. Mes amis, c'est ici que j'implore votre aide. Je suis édifié de votre affection, mais il faut qu'elle éclate en cette occasion. Et si vous m'y servez selon ma confiance, vous êtes assuré de votre récompense. L'homme que vous savez, n'en faites point de bruit, veut, comme je l'ai su m'attraper cette nuit, dans la chambre d'Agnès entrée par escalade. Mais il lui faut, nous trois, dresser une embuscade. Je veux que vous preniez chacun un bon bâton.
Et quand il sera près du dernier échelon, car dans le temps qu'il faut, j'ouvrirai la fenêtre, que tous deux à l'envi vous me chargiez ce traître, mais d'un air dont son dos garde le souvenir, et qui lui puisse apprendre à n'y plus revenir, sans me nommer pourtant en aucune manière, ni faire aucun semblant que je serai derrière. Aurez-vous bien l'esprit de servir mon courroux? S'il ne tient qu'à frapper, mon Dieu, tout est à nous. Vous verrez quand je bats, si j'y vais de main morte. La mienne, quoiqu'aux yeux, elle semble moins forte. N'en quitte pas sa part à le bien étrier. Rentrez donc et surtout, gardez de babiller. Voilà pour le prochain une leçon utile. Et si tous les maris qui sont en cette ville, de leurs femmes ainsi recevaient le galant, le nombre des cocus ne serait pas si grand. Traître! Qu'avez-vous fait par cette violence? Nous vous avons rendu, monsieur, obéissance. De cette excuse en vain, vous voulez vous armer. L'ordre était de le battre et non de l'assommer. Et c'était sur le dos et non pas sur la tête que j'avais commandé qu'on fît choir la tempête. Ciel, dans quel accident me jette ici le sort? Et que puis-je résoudre à voir cet homme mort? Rentrez dans la maison et gardez de rien dire de cet ordre innocent que j'ai pu vous prescrire. Le jour s'en va paraître et je vais consulter comment dans ce malheur je me dois comporter. Hélas, que deviendrai-je et que dira le père lorsqu'inopinément il saura cette affaire? Il faut que j'aille un peu reconnaître qui c'est. Eût-on jamais prévu? Qui va là, s'il vous plaît? C'est vous, Seigneur Arnold! Oui? Mais vous? C'est Aura! Je m'en allais chez vous, vous prier d'une grâce. Vous sortez bien matin? Quelle confusion! Est-ce un enchantement? Est-ce une illusion? J'étais, à dire vrai, dans une grande peine, et je bénis du ciel la bonté souveraine qui fait qu'à point nommé je vous rencontre ainsi. Je viens vous avertir que tout a réussi, et même beaucoup plus que je n'eusse osé dire, et par un incident qui devait tout détruire. Je ne sais point par où l'on a pu soupçonner cette assignation qu'on m'avait su donner. Mais étant sur le point d'atteindre à la fenêtre, j'ai, contre mon espoir, vu quelques gens paraître, qui sur moi brusquement, levant chacun le bras, m'ont fait manquer le pied et tomber jusqu'en bas. Et ma chute aux dépens de quelques meurtrissures, de 20 coups de bâton m'a sauvé l'aventure. Ces gens-là, dont était, je pense, mon jaloux, ont imputé ma chute à l'effort de leurs coups. Et comme la douleur, un assez long espace, m'a fait, sans remuer, demeurer sur la place, ils ont cru tout de bon qu'ils m'avaient assommé, et chacun d'eux s'en est aussitôt alarmé. J'entendais tout leur bruit dans le profond silence. L'un l'autre, ils s'accusaient de cette violence, et sans lumière aucune, en querellant le sort, sont venus doucement tâter si j'étais mort. Je vous laisse à penser si, dans la nuit obscure, j'ai, d'un vrai trépassé, su tenir la figure. Ils se sont retirés avec beaucoup d'effroi, et comme je songeais à me retirer, moi, de cette feinte mort, la jeune Agnès, émue, avec empressement est devers moi venue. Car les discours qu'entre eux ces gens avaient tenus, jusques à son oreille, étaient d'abord venus. Et durant tout ce trouble, étant moins observée, du logis aisément elle s'était sauvée. Mais me trouvant sans mal, elle a fait éclater
un transport difficile à bien représenter. Que vous dirais-je, enfin. Cette aimable personne a suivi les conseils que son amour lui donne, n'a plus voulu songer à retourner chez soi, et de tout son amour s'est commise à ma foi. Considérez un peu par ce trait d'innocence où l'expose d'un fou la haute impertinence, et quels fâcheux périls elle pourrait courir si j'étais maintenant homme à la moins chérir. Mais d'un trop pur amour mon âme est embrasée. J'aimerais mieux mourir que la voir abusée. Je lui vois des appas dignes d'un autre sort, et rien ne m'en saurait séparer que la mort. Je prévois là-dessus l'emportement d'un père, mais nous prendrons le temps d'apaiser sa colère. À des charmes si doux, je me laisse emporter. Et dans la vie, enfin, il se faut contenter. Ce que je veux de vous, sous un secret fidèle, c'est que je puisse mettre en vos mains cette belle. Que dans votre maison, en faveur de mes feux, vous lui donniez retraite au moins un jour ou deux. Outre qu'aux yeux du monde, il faut cacher sa fuite, et qu'on en pourra faire une exacte poursuite. Vous savez qu'une fille aussi, de sa façon, donne avec un jeune homme un étrange soupçon. Et comme c'est à vous, sûr de votre prudence, que j'ai fait de mes feux entière confidence, c'est à vous seul aussi, comme ami généreux, que je puis confier ce dépôt amoureux. Je suis, n'en doutez pas, tout à votre service. Vous voulez bien me rendre un si charmant office? Très volontiers, vous dis-je. Et je me sens ravir de cette occasion que j'ai de vous servir. Je rends grâces au ciel de ce qu'il me l'envoie, et n'ai jamais rien fait avec si grande joie. Que je suis redevable à toutes vos bontés. J'avais de votre part craint des difficultés, mais vous êtes du monde, et dans votre sagesse, vous savez excuser le feu de la jeunesse. Un de mes gens la garde au coin de ce détour. Mais comment ferons-nous, car il fait un peu jour? Si je la prends ici, l'on me verra peut-être. Et s'il faut que chez moi vous veniez apparaître, les valets causeront pour jouer au plus sûr. Il faut me la mener dans un lieu plus obscur. Mon allée est commode et je l'y vais à temps. Ce sont précautions qu'il est fort bon de prendre. Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main. Et chez moi, sans éclat, je retourne soudain. Ah, fortune, ce trait d'aventure propice. Répare tous les maux que m'a fait ton caprice. Ne soyez point en peine où je vais vous mener. C'est un logement sûr que je vous fais donner. Vous loger avec moi, ce serait tout détruire. Entrez dans cette porte et laissez-vous conduire. Pourquoi me quittez-vous? Chère Agnès, il le faut. Songez donc, je vous prie, à revenir bientôt. J'en suis assez pressé par ma flamme amoureuse. Quand je ne vous vois point, je ne suis point joyeuse. Hors de votre présence, on me voit triste aussi. Hélas, s'il était vrai, vous resteriez ici. Quoi, vous pourriez douter de mon amour extrême? Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime.
Ah, l'on me tire trop. C'est qu'il est dangereux, chère Agnès, qu'en ce lieu nous soyons vus tous deux. Et le parfait ami de qui la main vous presse suit le zèle prudent qui pour nous l'intéresse. Mais suivre un inconnu que... N'appréhendez rien. Entre de telles mains, vous ne serez que bien. Je me trouverais mieux entre celles d'Horace, et j'aurais... Attendez! Adieu, le jour me chasse. Quand vous verrai-je donc? Bientôt, assurément. Que je vais m'ennuyer jusque à ce moment. Grâce au ciel, mon bonheur n'est plus en concurrence, et je puis maintenant dormir en assurance. Venez, ce n'est pas là que je vous logerai. Et votre gîte ailleurs est par moi préparé. Je prétends en lieu sûr mettre votre personne. Me connaissez-vous, mon visage friponne? Dans cette occasion rend vos sens effrayés. Et c'est à contre-cœur qu'ici vous me voyez. Je trouble en ces projets l'amour qui vous possède. N'appelez point des yeux le galant à votre aide, il est trop éloigné pour vous donner secours. Ah, si jeune encore, vous jouez de ces tours. Votre simplicité qui semble sans pareille demande si l'on fait des enfants par l'oreille. Et vous savez donner des rendez-vous la nuit. Et pour suivre un galant, vous évadez sans bruit. Tudieux comme avec lui votre langue cajole. Il faut qu'on vous ait mis à quelque bonne école. Qui, diantre, tout d'un coup, vous en a tant appris? Vous ne craignez donc plus de trouver des esprits. Et ce galant, la nuit, vous a donc enhardi. Ah, coquine, en venir à cette perfidie. Malgré tous mes bienfaits, former un tel dessein, petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein, et qui, dès qu'il se sent par une humeur ingrate, cherche à faire du mal à celui qui le flatte. Pourquoi me criez-vous? J'ai grand tort, en effet. Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. Suivre un galant n'est pas une action infâme. C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui. Mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre. Et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui, mais à vous parler franchement entre nous, il est plus pour cela, selon mon goût, que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en font une image terrible. Mais là, il le fait, lui, si rempli de plaisir, que de se marier, il donne des désirs. Ah, c'est que vous l'aimez, traîtresse. Oui, je l'aime. Et vous avez le front de le dire à moi-même. Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas? Le deviez-vous aimer, impertinent? Est-ce que j'en puis mais? Lui seul en est la cause. Et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose. Mais il fallait chasser cet amoureux désir. Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir. Et ne saviez-vous pas que c'était me déplaire? Moi, point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire? Il est vrai, j'ai sujet d'en être réjoui. Vous ne m'aimez donc pas à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Comment non? Voulez-vous que je mente? Pourquoi ne m'aimez pas, madame l'impudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes-vous comme lui fait aimer? Je ne vous en ai pas empêché, que je pense. Je m'y suis efforcé de toute ma puissance. Mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment, il en sait donc là-dessus plus que vous.
car à se faire aimer, il n'a point eu de peine. Voyez comme raisonne et répond la vilaine. Peste! Une précieuse en dirait-elle plus? Ah, je l'ai mal connue, ou ma foi là-dessus, une sotte en sait plus que le plus habile homme. Puisqu'en raisonnement votre esprit se consomme, la belle raisonneuse, est-ce qu'en si longtemps je vous aurai pour lui nourri à mes dépens? Non, il vous rendra tout jusqu'au dernier double. Elle a de certains mots où mon dépit redouble. Me rendra-t-il friponne avec tout son pouvoir les obligations que vous pouvez m'avoir? Je ne vous en ai pas d'aussi grande compense. N'est-ce rien que les soins d'élever votre enfance? Vous avez là-dedans bien opéré vraiment, et m'avez fait en tout instruire joliment. Croit-on que je me flatte et qu'enfin dans ma tête je ne juge pas bien que je suis une bête? Moi-même j'en ai honte, et dans l'âge où je suis, je ne veux plus passer pour sotte si je puis. Vous fuyez l'ignorance et voulez, quoi qu'il coûte, apprendre du blondin quelque chose. Sans doute. C'est de lui que je sais ce que je puis savoir, et beaucoup plus qu'à vous, je pense lui devoir. Je ne sais qui me tient qu'avec une gourmade, ma main de ce discours ne venge la bravade. J'enrage quand je vois sa piquante froideur, et quelques coups de poing satisferaient mon cœur. Hélas, vous le pouvez si cela peut vous plaire. Ce mot et ce regard désarment ma colère, et produit un retour de tendresse de cœur qui de son action m'efface la noirceur. Chose étrange d'aimer, et que pour ces traîtresses les hommes soient sujets à de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection, ce n'est qu'extravagance, c'est qu'indiscrétion. Leur esprit est méchant et leur âme fragile. Il n'est rien de plus faible et de plus imbécile, rien de plus infidèle. Et malgré tout cela, dans le monde, on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, faisons la paix, va, petite traîtresse. Je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi. Et me voyant si bon, en revanche, aime-moi. Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Écoute seulement ce soupir amoureux. Vois ce regard mourant. Contemple ma personne. Et quitte ce morveux et l'amour qu'il te donne. C'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi. Et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Ta forte passion est d'être brave et leste. Tu le seras toujours. Va, je te le proteste. Sans cesse, nuit et jour, je te caresserai. Je te bouchonnerai, baiserai, mangerai. Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire. Je ne m'explique point, et cela c'est tout dire. Jusqu'où la passion peut-elle faire aller? Enfin, à mon amour, rien ne peut s'égaler.
Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate? Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux? Veux-tu que je me tue? Oui? Dis, si tu le veux. Je suis tout prêt, Cruel, à te prouver ma flamme. Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec 2 mots, en ferait plus que vous. C'est trop me braver, trop pousser mon courroux. Je suivrai mon dessein bête, trop indocile, et vous dénicherez à l'instant de la ville. Vous rebutez mes vœux et me mettez à bout. Mais un cul de couvent me vengera de tout. Je ne sais ce que c'est, monsieur, mais il me semble qu'Agnès et le corps mort s'en sont allés ensemble. La voici dans ma chambre, allez me la nicher. Ce ne sera pas là qu'il la viendra chercher. Et puis c'est seulement pour une demi-heure. Je vais pour lui donner une sûre demeure, trouver une voiture. Enfermez-vous des mieux. Et surtout, gardez-vous de la quitter des yeux. Peut-être que son âme, étant dépaysée, pourra de cet amour être désabusée. Je viens vous trouver accablé de douleur. Le ciel, Seigneur Arnolphe, a conclu mon malheur. Et par un trait fatal d'une injustice extrême, on me veut arracher de la beauté que j'aime. Pour arriver ici, mon père a pris le frais. J'ai trouvé qu'il mettait pied à terre, ici, près. Et la cause, en un mot, d'une telle venue qui, comme je disais, ne m'était pas connue, c'est qu'il m'a marié sans m'en réécrire rien, et qu'il vient en ces lieux célébrer ce lien. Jugez, en prenant part à mon inquiétude, s'il pouvait m'arriver un contretemps plus rude. C'est Henrique dont hier je m'informais à vous, cause tout le malheur dont je ressens les coups. Il vient avec mon père achever ma ruine, et c'est sa fille unique à qui l'on me destine. J'ai, dès leurs premiers mots, pensé m'évanouir. Et d'abord, sans vouloir plus longtemps les ouïr, mon père, ayant parlé de vous rendre visite, l'esprit plein de frayeur, je l'ai devancé vite. De grâce, gardez-vous de lui rien découvrir de mon engagement qui le pourrait aigrir. Et tâchez, comme en vous il prend grande créance, de le dissuader de cette autre alliance. Oui, da. Conseillez-lui de différer un peu, et rendez en ami ce service à mon feu. Je n'y manquerai pas. C'est en vous que j'espère. Fort bien. Et je vous tiens, mon véritable père. Dites-lui que mon âge... Ah, je le vois venir. Écoutez les raisons que je vous puis fournir. Aussitôt qu'à mes yeux je vous ai vu paraître, quand on ne m'eût rien dit, j'aurais su vous connaître. Je vous vois tous les traits de cette aimable sœur dont l'hymen autrefois m'avait fait possesseur. Et je serais heureux si la Parque cruelle m'eût laissé ramener cette épouse fidèle, pour jouir avec moi des sensibles douceurs de revoir tous les siens après nos longs malheurs. Mais puisque du destin la fatale puissance
nous prive pour jamais de sa chère présence, tâchons de nous résoudre et de nous contenter du seul fruit amoureux qui m'en ait pu rester. Il vous touche de près, et sans votre suffrage, j'aurais tort de vouloir disposer de ce gage. Le choix du fils d'Oronte est glorieux de soi, mais il faut que ce choix vous plaise comme à moi. C'est de mon jugement avoir mauvaise estime que douter si j'approuve un choix si légitime. Oui, je vais vous servir de la bonne façon. Gardez encore un coup. N'ayez aucun soupçon. Ah, que cette embrassade est pleine de tendresse. Que je sens à vous voir une grande allégresse. Je suis ici, venu. Sans m'en faire récit, je sais ce qui vous mène. On vous l'a déjà dit. Oui. Tant mieux. Votre fils à cet hymen résiste, et son cœur prévenu n'y voit rien que de triste. Il m'a même prié de vous en détourner. Et moi, tout le conseil que je vous puis donner, c'est de ne point souffrir que ce ne se diffère, et de faire valoir l'autorité de père. Il faut avec vigueur ranger les jeunes gens, et nous faisons contre eux à leur être indulgents. Ah, traître. Si son cœur a quelque répugnance, je tiens qu'on ne doit pas lui faire violence. Mon frère, que je crois, sera de mon avis. Quoi se laissera-t-il gouverner par son fils? Est-ce que vous voulez qu'un père ait la mollesse de ne savoir pas faire obéir la jeunesse? Il serait beau vraiment qu'on le vît aujourd'hui prendre loi de qui doit la recevoir de lui. Non, non. C'est mon intime, et sa gloire est la mienne. Sa parole est donnée, il faut qu'il la maintienne, qu'il fasse voir ici de fermes sentiments, et force de son fils tous les attachements. C'est parler comme il faut. Et dans cette alliance, c'est moi qui vous réponds de son obéissance. Je suis surpris, pour moi, du grand empressement que vous nous faites voir pour cet engagement, et ne puis deviner quel motif vous inspire. Je sais ce que je fais et dis ce qu'il faut dire. Oui, oui, Seigneur Arnolphe, il est... Ce nom, les grilles, c'est Monsieur de la Souche. On vous l'a déjà dit. Il n'importe. Qu'entends-je? Oui, c'est là le mystère. Et vous pouvez juger ce que je devais faire. En quel trouble? Monsieur, si vous n'êtes auprès, nous aurons de la peine à retenir Agnès. Elle veut à tout coup s'échapper, et peut-être qu'elle se pourrait bien jeter par la fenêtre. Faites-la moi venir. Aussi bien de ce pas prétends-je l'emmener. Ne vous en fâchez pas. Un bonheur continu rendrait l'homme superbe, et chacun à son tour, comme dit le proverbe. Quels mots peuvent au ciel égaler mes ennuis? Et s'est-on jamais vu dans l'abîme où je suis? Pressez vite le jour de la cérémonie. J'y prends pas. Et déjà moi-même, je m'en prie. C'est bien notre dessein. Venez, belle. Venez. Qu'on ne saurait tenir et qui vous mutinez. Voici votre galante à qui, pour récompense, vous pouvez faire une humble et douce révérence. Adieu. L'événement trompe un peu vos souhaits, mais tous les amoureux ne sont pas satisfaits. Me laissez-vous, Horace, emmener de la sorte? Je ne sais où j'en suis, tant ma douleur est forte. Allons, causeuse. Allons. Je veux rester ici. Dites-nous ce que c'est que ce mystère-ci. Nous nous regardons tous sans le pouvoir comprendre. Avec plus de loisir, je pourrais vous l'apprendre jusqu'au revoir. Où donc prétendez-vous aller? Vous ne nous parlez point comme il nous faut parler. Je vous ai conseillé, malgré tout son murmure, d'achever l'hyménée. Oui, mais pour le conclure,
Si l'on vous a dit tout, ne vous a-t-on pas dit que vous avez chez vous celle dont il s'agit? La fille, autrefois de l'aimable Angélique, sous des liens secrets, eut le seigneur Henrique. Sur quoi votre discours était-il donc fondé? Je m'étonnais aussi de voir son procédé. Quoi? D'un hymen secret, ma sœur eut une fille dont on cacha le sort à toute la famille. Et qui, sous de fins noms, pour ne rien découvrir, par son époux, au champ fut donné à nourrir. Et dans ce temps, le sort, lui déclarant la guerre, l'obligea de sortir de sa natale terre. Et d'aller essuyer 1000 périls divers dans ces lieux séparés de nous par tant de mers. Où ses soins ont gagné ce que dans sa patrie avait pu lui ravir l'imposture et l'envie. Et de retour en France, il a cherché d'abord celle à qui de sa fille il confia le sort. Et cette paysanne a dit avec franchise qu'en vos mains à 4 ans, elle l'avait remis. Et qu'elle l'avait fait sur votre charité par un accablement d'extrême pauvreté. Et lui, plein de transport, il allégrait son âme, a fait jusqu'en ces lieux conduire cette femme. Et vous allez enfin la voir venir, ici, pour rendre aux yeux de tous ce mystère éclairci. Je devine à peu près quel est votre supplice. Mais le sort en cela ne vous est que propice. Si n'être point cocu vous semble un si grand bien, ne vous point marier en est le vrai moyen. Oh! D'où vient qu'il s'enfuit sans rien dire? Ah, mon père, vous saurez pleinement ce surprenant mystère. Le hasard en ces lieux avait exécuté ce que votre sagesse avait prémédité. J'étais, par les doux nœuds d'une ardeur mutuelle, engagé de parole avec cette belle. Et c'est elle, en un mot, que vous venez chercher, et pour qui mon refus à penser vous fâcher. Je n'en ai point douté d'abord que je l'ai vue. Et mon âme depuis n'a cessé d'être émue. Ah, ma fille, je cède à des transports si doux. J'en ferai de bon cœur, mon frère, autant que vous, mais ces lieux et cela ne s'accommodent guère. Allons dans la maison débrouiller ces mystères, payer à notre ami ses soins officieux et rendre grâce au ciel, qui fait tout pour le mieux.